Ces exemples sont quand même extrêmement parlants. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que, en fait, quand vous parlez de ces situations, on entend que votre rôle, ce n'est pas seulement la gestion d'un compte en banque. Hein. On voit bien que les personnes dont vous vous occupez, c'est très large, votre champ d'activité auprès de ces personnes, et ça dépasse très largement la simple gestion des finances. Et puis c'est toujours un accompagnement, vous l'avez dit, vous ne faites pas à leur place, hein, et vous faites un peu à la place de la famille, mais vous laissez une place à la famille. Hein. Je crois que c'est vraiment important. Et on voit bien les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, hein, notamment liées à l'état de santé de ces personnes, et puis la problématique des troubles du comportement tels que vous les avez décrits, hein, qui sont une grande difficulté. Et j'ai cru entendre à un moment une certaine difficulté de collaboration avec les services du CMP et des services de psychiatrie. On aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais j'ai entendu un petit peu ça à travers votre témoignage, qui rejoint un petit peu certaines difficultés que nous avons, nous aussi, dans des situations un peu complexes au dispositif d'appui à la coordination. Donc je vous remercie beaucoup. Je crois que ces témoignages-là sont importants et montrent bien, je dirais, la nécessité de connaître un petit peu la loi, ce que la loi permet, ce qu'elle ne permet pas. Donc je passe la parole à Madame Lusso-Perinetti, qui est juge des tutelles depuis longtemps. Oui. Et qui connaît la loi et va nous dire ce qu'elle dit. J'essaie de la connaître au mieux puisque je suis là pour l'appliquer. Donc, en l'occurrence, quand j'ai reçu l'invitation qui m'a été faite, il m'avait été évoqué que le sujet qui devait être abordé, c'était le fait de devoir organiser et anticiper au mieux la défense de ses intérêts, la protection de ses intérêts dans le cadre d'une dépendance, d'une vulnérabilité liée à l'âge ou d'une maladie. Donc je vais vous parler de mesures qui sont récentes, et puis après je reviendrai sur les mesures plus anciennes qui ont pu être abordées au travers des exemples qui ont été donnés par Mesdames Giroir, Combé-Morel et Maraf. Le législateur a voulu que vous puissiez, dans la mesure du possible, anticiper le grand âge, la maladie, le handicap, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Il a créé une mesure qui s'appelle le mandat de protection future, qui est totalement indépendant du juge, qui est le fait de pouvoir rencontrer un notaire ou de faire enregistrer auprès d'un avocat un document dans lequel vous dites que le jour où vous ne serez plus en mesure de pourvoir vous-même à vos intérêts, vous souhaitez que ce soit telle personne qui puisse le faire pour vous. Vous pouvez le faire donc pour vous-même, mais si vous êtes parent d'un enfant handicapé, mineur ou majeur, vous pouvez également faire ce mandat de protection future qu'on appelle pour autrui et qui vous permet de dire, le jour où moi je ne pourrai plus m'occuper de mes enfants, de mon enfant handicapé, je souhaite que ce soit un tel qui puisse le faire. Cette création législative est intéressante puisque pour le coup c'est vous qui gardez la main, c'est vous qui, alors que vous êtes en pleine possession de vos moyens, pouvez dire voilà, je ne veux pas occulter le risque qu'un jour je ne sois plus en mesure d'eux, et dans ce cadre-là, je prévois, je prépare. Le fait de rencontrer un notaire ou un avocat pour ce faire, c'est aussi intéressant parce qu'il va pouvoir vous indiquer les implications de ces mesures, mais en tout cas, ça a cet intérêt de dire je décide pour moi ou je souhaite décider pour mon enfant. Simplement, il y a quelques limites, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être sous tutelle pour décider pour autrui. S'il y a déjà une mesure pour soi-même, il est difficile de pouvoir le faire pour quelqu'un d'autre. Et au-delà de cela, si on est sous curatelle, on peut faire cette démarche, mais pour soi-même et avec son curateur.
D'accord ? Autre chose à vous dire, c'est que le mandataire que vous désignez peut très bien être un membre de votre famille, un proche, mais aussi un professionnel. Ça peut être une personne morale, comme une association de tutelle, comme l'association du GEDIF ou l'une des 4 autres du département. Mais ça peut être aussi un notaire, si vous le souhaitez. Enfin, voilà, il y a quand même un panel important, à commencer par les membres de la famille, puisque quand même, souvent, on souhaite, dans la mesure du possible, que ça reste, pour la personne concernée, un proche. Cette personne désignée, il faut quand même qu'elle accepte. Donc, faut pas c'est pas le cadeau surprise, il faut qu'elle sache. Pourquoi ? Parce qu'elle va être dépositaire du mandat pour pouvoir l'activer si un jour il y a lieu qu'il le soit. Il faut savoir aussi que pendant tout le temps du mandat, le mandataire, il doit avoir sa capacité juridique, donc il ne peut pas être sous mesure de protection. Ce qui veut dire que parfois, on prend une décision, je ne sais pas, à un instant T, et puis le mandat, on va devoir l'activer dans 10 ans. Mais la personne qu'on avait désignée, peut-être qu'elle-même, elle a vieilli, et peut-être qu'elle-même, elle est dans une situation telle qu'elle sera sous mesure de protection. Auquel cas, notre mandat, il ne pourra pas être mis à exécution. Mais pour vous dire, voilà, on peut organiser les choses. Le mandat, il peut prendre la forme d'un écrit qu'on fait soi-même. On peut télécharger sur Internet, sur le servicepublic.fr, un document qui va vous guider. Mais à ce moment-là, la gestion qui sera confiée au mandataire ne portera que sur les actes d'administration, c'est-à-dire en gros payer les factures, renouveler les droits à la hache, des choses comme ça. Mais il ne pourra pas y avoir d'acte de disposition, ce sont les termes juridiques. Ça veut dire qu'en fait, il ne pourra pas signer de contrat. Il ne pourra pas notamment clôturer un livret, souscrire un nouveau placement qui serait bénéfique pour vous ou pour votre enfant. Voilà. Si c'est un acte sous seing privé, c'est-à-dire sans passer par un notaire, ce ne sont que les actes d'administration, les actes de la vie courante, payer le loyer, faire la déclaration de revenus, des choses comme ça. Et ce mandat, même si vous le faites sous seing privé, il devra être co-signé, contresigné par un avocat, si vous voulez que, le cas échéant, le juge entende qu'il puisse y avoir un acte de disposition par la suite. Dans tous les cas, que ce soit un mandat, on va dire, sous seing privé pour les actes d'administration ou un mandat notarié qui permet beaucoup plus de choses à la personne désignée, puisque pour le coup, il peut faire des actes de disposition, c'est-à-dire prendre des décisions qui engagent l'avenir avec, par exemple, une acceptation de succession, une renonciation à succession, l'acceptation d'une donation avec charge. Voilà. Ça, dans le cadre d'un mandat notarié, c'est bon, il pourra le faire. Mais dans tous les cas, que ce soit des actes d'administration ou des actes de disposition, que ce soit un mandat notarié ou sous seing privé, le mandataire désigné, il devra être en mesure de rendre des comptes de ce qu'il fait. Et quand c'est un mandat notarié, c'est souvent le notaire qui est désigné pour pouvoir vérifier les comptes de la gestion, chaque année, pour s'assurer que la personne désignée ne soit pas dépassée et ne fasse pas n'importe quoi. Il faut savoir une chose, c'est que ce mandat de protection future, pour être activé, il doit être accompagné d'un certificat médical qui va acter le fait que le mandant n'est plus en mesure de gérer les affaires. Ce qui veut dire qu'en fait, le mandataire que vous aviez désigné avant, constatant l'état de santé du mandant, constatant que cet état de santé ne lui permet plus de prendre soin de lui-même ou de son enfant, à ce moment-là, il va faire des démarches pour pouvoir activer le mandat. Et ça se passe toujours sans juge. Cette constatation de l'incapacité de la personne va se faire par un médecin inscrit sur une liste qui est établie chaque année par le procureur de la République et qui est accessible. Il suffit de contacter l'accueil du tribunal pour avoir cette liste et pouvoir après choisir le médecin de son choix en fonction de son lieu de domicile ou du lieu du domicile de l'enfant. Voilà. Ensuite, le mandataire va venir au greffe du tribunal et c'est le greffier qui va s'assurer que le mandat respecte le formalisme qui est prévu par la loi, que le certificat médical est là,
Normalement, on vient accompagner du mandant, normalement. Et à ce moment-là, le greffier va faire en sorte que le mandat puisse être activé et permettre à la personne mandatée, au mandataire, de pouvoir prendre la main, soit sur les actes d'administration si c'est un mandat sous seing privé, soit, si c'est dans le cadre d'un mandat notarié, de pouvoir prendre en charge la gestion des affaires de la personne qu'il a désignée. Il faut savoir qu'en principe, le mandataire n'a pas de rémunération. En principe, c'est à titre gratuit. Mais quand vous rédigez votre mandat, vous pouvez très bien, notamment si vous désignez un professionnel ou si vous désignez un proche qui n'est pas de la famille, prévoir une rémunération ou une indemnisation, telle que le remboursement des frais sur présentation justificative au notaire, mais par exemple les frais kilométriques, les frais postaux, voilà. Le mandataire, il va avoir des choses à faire, mais ça passera sans juge toujours, hein. Il va devoir établir un inventaire du patrimoine, il devra rendre compte annuellement de ce qu'il a fait auprès de la personne que vous aurez désignée au moment du mandat pour contrôler sa gestion. Est-ce que ça vous parle un petit peu? Est-ce que ça vous paraît relativement clair? J'espère en tout cas. Ce mandat, en tout état de cause, il peut prendre fin parce que l'état de santé du mandant s'est rétabli, hein. On peut très bien, à un instant T, je ne sais pas moi, avoir un accident de la route et être plongé dans un coma, et puis on sort du coma et on récupère. Voilà, les choses peuvent se faire ainsi. Il peut y avoir également le fait que le mandant qui est maintenant en curatelle ou en tutelle, vous, mandant, vous pouvez décéder, et à ce moment-là, le mandat tombe. Le mandataire, lui aussi, malheureusement, peut être amené à décéder ou être placé sous mesure de protection. Et puis, dernier cas de figure, c'est le cas où, en fait, le mandat va être contesté, ou en tout cas, où le juge des tutelles va être alerté sur un dysfonctionnement. Et à ce moment-là, le juge des tutelles peut être amené à retirer les missions à la personne qui a été mandatée. Voilà les cas de figure qui peuvent se présenter. Mais l'intérêt de ce mandat de protection future qui existe depuis 2007 et qui est peu développé, c'est que vous avez la main sur l'organisation que vous voulez pour vous-même ou pour votre enfant le jour où vous ne serez plus en mesure d'eux. Alors, voilà, vous avez des conseils qui peuvent vous être donnés par les avocats, par les notaires, surtout si vous voulez qu'effectivement le mandat soit le plus complet possible et le plus encadré possible. Le notaire est, à mon avis, la personne la plus à même de pouvoir vous conseiller en la matière. Ça, c'était pour parler de cette nouvelle formule qui existe, mais il y en a d'autres, hein, alors qui sont moins importantes, mais on peut très bien donner une procuration générale auprès de la banque, hein, pour pouvoir permettre que la gestion, on va dire, des avoirs financiers soit assurée par la personne de son choix. Voilà. On peut très bien, dans le cadre de ce mandat, de cette procuration, définir aussi jusqu'où ça va, hein. Ça peut être le compte courant, ça peut être des placements, ça peut même aller parfois, dans certaines banques, ils acceptent qu'on puisse aussi donner une procuration qui va porter sur une assurance vie. L'intérêt de ça, ça peut être quand on rentre soi-même à un moment donné en établissement, en structure, de pouvoir débloquer tout doucement l'assurance vie pour venir payer la maison de retraite quand malheureusement on a une pension de retraite qui est insuffisante pour payer la maison de retraite. Et nous, juges des tutelles, nous n'intervenons que subsidiairement, puisque vous avez la possibilité d'organiser par vous-même, via une procuration, via le mandat de protection future, des choses. Et dans ce cas-là, moi, je n'interviens pas. Nous n'intervenons que si vous-même, vous demandez une mesure de protection, un membre de votre entourage fait cette démarche-là, alors ce n'est pas n'importe qui, hein, ça doit être... alors, le code dit soi-même, ses enfants, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, les frères et sœurs, voilà, pour dire grosso modo les situations principales, les personnes avec lesquelles on a des relations étroites. Le code a un petit peu élargi, avant ce n'était pas prévu. Maintenant, si par exemple on a une amie d'enfance qui nous connaît très bien, elle peut être amenée à pouvoir alerter à un moment donné de la situation. Mais en dehors de ces cas de figure, le procureur est celui qui nous saisira suite à un signalement, c'est-à-dire un courrier,
que, je sais pas, ça peut être la voisine, ça peut être les assistantes sociales, c'est ce qu'on disait dans le cadre de la DAC, qui vont à ce moment-là signaler une situation où il y a vulnérabilité, danger et nécessité qui est une intervention du juge pour mettre en place la mesure de protection la plus adaptée. C'est-à-dire que le juge de tutelle, lui, il ne se saisit pas lui-même. Il ne se saisit que si on vient le chercher. D'accord ? Partant de là, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent au juge. Soit on peut avoir besoin d'une mesure purement temporaire. Par exemple, on est hospitalisé, on va faire de la rééducation parce qu'on n'arrive plus à s'exprimer. On n'est plus en mesure de pouvoir exprimer sa volonté, mais c'est sur un temps, on espère, temporaire. Les médecins sont plutôt encourageants et optimistes sur une récupération des capacités. On peut très bien envisager une sauvegarde de justice. La sauvegarde de justice, c'est une mesure donc, qui a une vocation vraiment temporaire et qui est une mesure de protection passive. C'est-à-dire que la personne qui en fait l'objet, elle garde toutes ses capacités, juridiquement parlant, mais si elle devait faire passer un acte qui lui soit préjudiciable, ça facilite son annulation ou sa récision. D'accord ? C'est ça l'idée. Donc c'est une protection passive et temporaire. Quand je dis temporaire, elle peut être d'une année, éventuellement renouvelée une année supplémentaire et c'est tout. Quand je suis saisie, moi, d'une demande de mesure de protection, je peux mettre en place cette sauvegarde de justice, je ne la mets pas systématiquement en place. Et parfois, elle va s'accompagner d'une autre mesure qui va être un mandat spécial, parfois, je rappelle, que je vais ordonner quand il y a une notion d'urgence sur des actes particuliers à passer. Alors, je peux vous donner l'exemple d'une personne qui habite dans un endroit relativement isolé et qui est régulièrement démarchée et qui se retrouve dans une situation financière très compliquée puisqu'elle est assaillie de coups de fil et elle signe. Elle signe des documents et elle se retrouve avec après des courriers de services contentieux qui lui réclament du paiement, des gens qui défilent chez elle pour lui proposer le démoussage de sa toiture, l'installation, je sais pas moi, de pompes à chaleur peut-être, oui, pour l'eau douce aussi. Enfin, ils ont une imagination débordante et à partir du moment où c'est triste à dire, où ils savent que cette personne est seule et qu'il n'y a pas de référent autour d'elle pour réagir. Alors là, j'ai encore lu ce matin un dossier dans lequel la personne se retrouve avec 5 crédits à la consommation pour des travaux qui n'avaient aucun intérêt pour elle. Donc, c'est pour dire que dans ces cas-là, effectivement, on va mettre à la fois la sauvegarde de justice et le mandat spécial pour qu'il y ait quelqu'un qui rapidement puisse intervenir auprès de la personne à protéger, arriver à faire le point sur sa situation administrative, financière et familiale, parce que parfois, dans un premier temps, moi, je peux être interpellée par le service social qui n'a pas connaissance de famille, et puis on s'aperçoit que, si, il y a de la famille, mais elle n'est pas très présente, mais en l'actionnant, il peut y avoir une famille qui va prendre le relais et qui va être réactive. Tout ça pour dire, quand je suis saisie, je peux mettre en place la sauvegarde de justice, mesure temporaire, passive de protection. Je peux exceptionnellement mettre en place le mandat spécial s'il y a une notion d'urgence à intervenir, dans la mesure du possible, après avoir entendu la personne pour laquelle la mesure est demandée. Le but, c'est quand même qu'elle sache qu'on ait pu échanger avant sur sa situation et qu'elle ne soit pas prise de court par la mise en place d'un tel mandat, parce que ça peut être violent. Et parfois, ça l'est, parce qu'on n'a pas le choix. Elle n'est pas auditionnable dans l'instant, elle habite loin. Les déplacements du juge pour aller voir les gens à domicile, ils existent, mais on ne les fait pas tous les jours, c'est très chronophage. Donc quand on va voir les gens à leur domicile, on essaie d'avoir une journée complète pour voir toutes les personnes qui sont dans un secteur géographique, donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc le mandat spécial, il peut avoir pour intérêt d'intervenir vite pour stopper une hémorragie, résoudre une situation, comme il a été indiqué, d'une personne qui se trouve à l'hôpital, où l'hôpital dit elle ne relève plus de nous, il faut absolument trouver une solution pour un retour à domicile, pour une entrée en structure adaptée. Et on n'a personne qui puisse prendre le relais du patient, donc faites quelque chose, Madame le juge. Donc parfois, c'est aussi là que le mandat spécial peut avoir sa place, pour débloquer une situation, trouver une solution d'hébergement, préparer un retour à domicile, faire valoir des droits, parce que parfois on a des personnes qui ne font pas valoir leurs droits, à une allocation logement, mais aussi à une pension de reversion. Enfin, voilà. Le mandat spécial peut avoir aussi cet intérêt-là.
Dans la continuité de ça, on a parlé de mesures temporaires et passives, mesures temporaires exceptionnelles dans le cas de l'instruction d'une mesure. Mais quand j'interviens, je suis toujours amenée à me poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autre solution que mon intervention sur la mesure à mettre en place. Et c'est pour ça que je vais interroger sur l'existence de procuration, parce que par exemple, si une procuration préexiste, que la personne est simplement locataire, qu'il n'y a pas de bien immobilier, qu'il n'y a que des choses du quotidien à gérer, la procuration peut être suffisante. Il n'y a pas de raison que j'intervienne si on est sur une situation d'une personne en maison de retraite, où il y a juste à payer les factures courantes, la procuration peut suffire. On peut aussi être amené à s'interroger effectivement sur l'utilité d'organiser une habilitation familiale plus légère pour les familles qu'une mesure de protection plus classique que sont la curatelle et la tutelle. Donc l'idée, c'est quand même que dans la réflexion qu'on mène lorsqu'on est saisi d'une demande de mesure de protection, c'est de dire, est-ce que vraiment cette mesure, elle est indispensable? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions? Quand on est mari et femme, il y a d'autres solutions. On peut demander à être désigné pour passer un acte particulier, alors que pour le reste, on a une procuration sur le conjoint, il n'y a pas de chose particulière. Donc le juge peut, dans ces cas-là, désigner pour cet acte particulier, le conjoint. Donc vous voyez, on va essayer de réfléchir à tout ce qui pourrait éviter les mesures plus pérennes et plus lourdes pour les familles et pour la personne à protéger. Et comme je le disais, dans la réflexion que le juge va mener lorsqu'il va recevoir la requête, qu'il va prendre connaissance du certificat médical qui est nécessairement joint à la requête, pas de saisine du juge sans certificat médical d'un médecin inscrit, eh bien, on va aussi voir si effectivement la sauvegarde de justice temporaire va suffire, et après, on n'aura pas lieu d'intervenir plus avant. S'il n'y a pas possibilité d'orienter les familles vers l'habilitation familiale, dont je vais vous parler dès maintenant, ou si on va devoir s'orienter vers une mesure plus classique. L'habilitation familiale, c'est une création récente. Elle a été créée en 2015, elle est applicable depuis janvier 2016. Elle est relativement encore méconnue. Et elle a comme intérêt que la personne qui va être désignée dans ce cadre-là pour gérer les affaires de la personne qui a besoin de protection, du fait de son altération, des facultés mentales ou des facultés physiques qui l'empêchent d'exprimer sa volonté, eh bien, cette habilitation, elle dispense la personne de faire un inventaire de patrimoine. C'est quand même une tâche qui n'est pas nécessairement très, très confortable. Il n'y a pas de compte de gestion à adresser au tribunal, contrairement aux mesures plus classiques que sont les curatelles et les tutelles. Elle peut être générale